la pétrole, on entend beaucoup, mais beaucoup parler. On pensait que les choses s'étaient un petit peu calmées jusqu'à ce que Kuda Pétrole et Gaz annonce effectivement la mise en marche, justement, des consultations concernant la possibilité de production au projet GALT. Et aujourd'hui, bien, on est très content de recevoir M. Mathieu Lavoie, qui est vice-président justement chez Kuda Pétrole et Gaz, parce que on a plein de questions. Bienvenue parmi nous. Bonjour. Donc, c'est ça. Donc, vous êtes vice-président chez Kuda Pétrole et Gaz. Vous êtes ceux qui, anciennement connus sous le nom de Junex. Oui, et là, vous vous lancez justement dans ce que vous cherchez à avoir, c'est à tomber dans la phase de production. L'exploration est faite. Vous avez fait vos études et tout. Et première question que les gens se posent, parce que juste pour une petite mise en contexte, les sondages disent que les gens, à 70% dans la région de Gaspé, sont pour l'exploitation pétrolière. À partir du moment où c'est l'exploitation point sans fracturation. À partir du moment où on parle de fracturation, là, les chiffres sont complètement inversés et les gens sont à 70% contre. Première question par rapport au projet GALT. On va parler de forage et d'extraction. Là, j'aimerais essayer de comprendre un petit peu quelles sont les techniques qui vont être utilisées, parce que vous dites qu'il n'y aura pas de fracturation. Comment ça marche? Bon, c'est ça. Fait que, donc, c'est des forages qui vont être des forages dans un environnement qui est conventionnel. Donc, on n'a pas besoin de recourir à la fracturation pour produire les hydrocarbures. Donc, nous autres, le projet qu'on propose, c'est un projet sur une vingtaine de kilomètres carrés. Donc, couvre l'équivalent de deux montagnes sur le canton mondial, donc dans les territoires non organisés de la MRC. Suite à ça, ces 30 forages-là, ça va être des drains horizontaux. Donc, c'est tous des forages qui vont être horizontaux. Ce qu'on se trouve à aller chercher, finalement, c'est une connexion avec le réservoir sur une plus longue distance. Puis suite à ça, bien, le fait qu'on soit capable de rencontrer beaucoup de fractures naturelles, parce que nous autres, la roche qu'on va travailler, ça s'appelle la roche de Forillon. C'est la roche qui affleure dans le parc de Forillon. Donc, c'est une roche, c'est un calcaire qui contient déjà des fractures naturelles. Ces fractures-là sont verticales, puis ils sont remplis de pétrole. Donc, nous autres, ce qu'on va essayer de faire, c'est qu'on va essayer de venir vider chacune de ces fractures-là de son pétrole. Donc, quand on fait un forage horizontal, quand on faisait un forage vertical, on rencontrait une fracture. Ça ne rendait pas les forages assez économiques. Donc, quand on a réussi à faire les forages horizontaux, on est venu connecter finalement un important réseau de fractures. Donc, on peut penser connecter jusqu'à 3 à 4 000 fractures par kilomètre de connexion. Chacune de ces petites fractures-là, c'était comme si c'était chacune une petite poche de pétrole. C'est ça que vous cherchez, c'est aller chercher les unes après. De créer cette connexion-là. Donc, le pétrole est déjà contenu dans une fracture. Donc, le fait de refracturer la roche nous amène à rien, parce que la roche est déjà fracturée naturellement. Dans d'autres situations, tu vas avoir des gisements qui vont nécessiter la fracturation. Mais dans notre cas, on n'a pas besoin de fracturation, donc on n'en rajoutera pas par-dessus. D'accord. Le projet est vraiment cadré, 30 puits horizontaux sur des sites distincts, donc on ne fait pas 30 sites de forage, on va faire grosso modo entre 5 et 6 sites de forage, puis on va multiplier les puits sur chacun des sites. Donc chaque site va avoir entre 4 et 6 forages. Pour extraire ça, d'accord, c'est que là vous réussissez à interconnecter justement toutes ces fractures, toutes ces petites poches de pétrole, pour l'extraire. Là, on sait qu'on n'est pas comme dans les films au Texas ou ce genre de choses. Le pétrole ne va pas jaillir d'un coup sec et pleuvoir sur tout autour. Il va falloir stimuler justement l'extraction. Est-ce que vous allez être obligé d'injecter quelque chose? Comment ça va marcher? Quand on pense au pétrole, comme dans les films, du pétrole qui gicle, c'est parce que le pétrole dans le réservoir est surpressurisé. Donc, on dit surpressurisé par rapport à l'équivalent d'une colonne d'eau. Nous autres, dans notre cas, à Galp, le gisement est légèrement surpressurisé. Donc, quand on fait le puits, on vient de commencer la production ou les tests de production. Dans les premiers jours, le premier mois, on va être capable de faire couler le puits artésien, donc de lui-même. Ça gicle pas dans les airs parce qu'on a des canalisations, mais le puits va couler par lui-même. Suite à ça, le puits arrête de couler parce que la pression du réservoir va
accumulé. Suite à ça, on va installer une méthode de récupération qu'on dit une méthode de pompage. Donc, nous autres, ce qu'on va installer, ça va être des pompes dans le puits. Pompes qui sont comparables un peu aux anciennes pompes qu'on utilisait pour les puits d'eau. Donc, tu sais, quand vous voyez une pompe là, à main comme ça, là, mais c'est un principe avec des boules, c'est exactement la même chose, sauf que c'est à 2 km de profondeur. Là, vous n'allez rien injecter en tant que tel de produits chimiques ou autres, ou d'eau ou quoi que ce soit pour pousser le pétrole? Non, bien, nous autres, quand on réalise le forage, on utilise de l'eau qui devient finalement une boue de forage. Fait que notre boue est faite à base d'eau. Donc, on va faire le forage. Une fois que le forage est terminé, on va venir mettre un tuyau qui se trouve va être notre canalisation finalement pour produire les hydrocarbures. Puis, sur le puits de Galtec 4, on a installé le tuyau, on a ouvert la pompe, ben, elle a ouvert le puits, puis pour ça, c'est mis à produire tout de suite. On n'a pas besoin de refaire de stimulation. Puis, je dis pas que c'est... Donc, ça va être un genre de pompage mécanique? C'est un pompage mécanique. Sans ajout de produits chimiques et autres, tels qu'on a pu l'entendre dans le passé. Non, c'est ça. Ben, il n'y a pas de fracturation. La seule chose qui peut être ajoutée, c'est que des fois, quand on va réaliser le forage, nous autres, la roche où on travaille, c'est un calcaire. Donc, quand on va réaliser le forage, des fois, on va venir endommager l'extérieur de notre trou. Donc, ce qu'on appelle, on fait un mud cake, c'est une partie de dommage qui représente quelques centimètres juste à l'extérieur du trou de forage. Parce qu'il y a de la boue qui est en contact. Fait que quand des fois, on va mettre le puits en production, ce cake-là ne se défera pas de lui-même parce que c'était un cake qui était rendu trop résistant. Donc, des fois, ce qu'on va rajouter, on va venir rajouter de l'acide chlorhydrique dans le puits. L'acide chlorhydrique, sa propriété, c'est de réagir avec le calcaire puis de dissoudre le calcaire. Fait que c'est un peu comme du drapeau. Est-ce qu'on parle de grosses quantités? Non, généralement, ça va être quelques mètres cubes par puits ou par intervalle. C'est juste suffisant parce que nous autres, qu'on a besoin de nettoyer, c'est juste... D'accord. Et si ça s'échappe dans l'environnement, ça, c'est... si on parle de quelques mètres cubes, est-ce que ça peut avoir un impact sur l'environnement en tant que tel? Bien, c'est sûr. Ça fait partie de tous les plans de mesures d'urgence puis de gestion des produits sur le site. Parce qu'il faut comprendre que dans notre projet, il y a le sous-sol, puis après ça, il y a la surface. La surface, c'est un peu comme un site de construction. Donc, on gère des produits, on gère de l'huile, on gère du diesel. Donc, c'est les mêmes normes qui sont appliquées pour toutes les industries, donc la gestion de matières. Puis vous savez que vous allez être sous surveillance. Oui, on est au courant. Oui. D'accord. D'ailleurs, justement, parlant d'environnement, là, il y a plusieurs questions qui se posent par rapport à ça, bien entendu. Là, vous allez vous promener un petit peu comme un serpent sous terre, comme un ver de terre. Et la question qui se pose, c'est il y a les nappes phréatiques qui nourrissent les rivières, qui se promènent, sur lesquelles les gens, effectivement, vont puiser leur eau, et ainsi de suite. Comment est-ce que vous allez faire, justement, pour éviter d'endommager ou pour faire en sorte, pour éviter, justement, que ces poches de pétrole entrent en contact avec les nappes phréatiques? Bien, dans un premier temps, c'est l'objet de l'étude d'impact qu'on commence à débuter, c'est pour pouvoir protéger, il faut connaître. Donc, la première étape, c'est vraiment de faire une importante étude hydrogéologique et de ruissellement pour savoir c'est quoi l'environnement dans lequel on travaille. Donc, on a déjà une très bonne idée de c'est quoi. Ce qu'on va proposer dans l'étude d'impact, c'est une étude qui va être générale sur les 20 km². Donc, ça va être vraiment venir comprendre. Vous allez simuler ou on fait des forages. Après ça, c'est une firme extérieure qui fait ça avec des modélisations pour vraiment comprendre l'eau qui est déposée, mettons, en surface, en haut d'une montagne. C'est quoi son chemin pour finir jusqu'à la rivière? Donc, une fois que tu connais le chemin, ben, tu es capable de venir appliquer des méthodes pour empêcher qu'un déversement ait accès à ce... Fait que grosso modo, ça va être des membranes, ça va être des bassins de rétention, ça va être des plans de mesure d'urgence en place. C'est toutes des méthodes qui vont être des barrières, finalement, de protection entre un événement puis le risque de contamination. Donc, on va avoir... quand on simule un plan de mesure d'urgence, ben, on va simuler un événement, puis après ça, on va venir ajouter plusieurs barrières pour permettre que ces barrières empêchent l'avènement d'un événement catastrophique. C'est ça le principe des plans de mesure d'urgence. Okay. La première étape, c'est d'essayer d'éviter les nappes phréatiques, et si jamais vous en frappez une, à ce moment-là, c'est d'avoir des plans de contingence. Oui, bien c'est ça, exact. Mais il faut
comprendre que les nappes phréatiques, c'est quelque chose qui est en surface. Nous autres, on joue quand même assez profond. On joue, grosso modo, dans l'ordre du kilomètre de profondeur. Une nappe phréatique au Québec, historiquement, c'est environ 200 mètres de profond. Donc, on va traverser ces nappes phréatiques-là, puis on va venir les protéger par des coffrages qu'on va cimenter. Donc, on vient un peu bâtir une fondation étanche entre notre puits puis l'environnement par des coffrages de métal qui vont être cimentés. C'est ça, c'est le principe de protection dans le sous-sol. Puis après ça, il y a la surface. Il faut protéger aussi la surface parce qu'une contamination en surface pourrait finir par migrer dans les eaux souterraines. Donc, on va aussi s'assurer d'avoir des barrières de protection en surface pour interdire l'accès. D'accord. Et là, évidemment, vous en parliez à l'instant, c'est les bouts de forage. On sait que creuser un trou, généralement, ça signifie qu'il va y avoir un tas de terre à côté. Dans le cas d'un forage, effectivement, va y avoir des bouts qui vont en sortir, qui seront possiblement contaminés. Bien, généralement, c'est nous autres, le principe, il y a deux choses qui vont être à gérer à la fin d'un forage. On gère de l'eau. L'eau, c'est nous l'eau qu'on appelle la boue. Là. Nous autres, c'est une boue qui est faite à base d'eau. C'est la recette qu'on a trouvée qui fonctionne bien dans cet environnement-là. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on prend de l'eau, on ajoute des polymères pour rendre l'eau un peu plus visqueuse. C'est un genre de plastique? Non, mais c'est un produit pour rendre l'eau plus visqueuse. Okay. Grosso modo, un peu le même genre de produit qu'ils mettent pour faire du jello. Pas du jello, mais du yogourt. Donc, c'est la texture du yogourt est créée par un produit. Est-ce que c'est un produit toxique, ça? On en mange dans le yogourt. Fait en alimentant, ça s'appelle un produit. Nous autres, ça s'appelle un produit chimique. D'accord. Donc, fait que finalement, on va améliorer la viscosité de l'eau, donc on la rend plus visqueuse. Puis cette viscosité-là, elle va nous permettre de nous aider à sortir les résidus de terre. Donc, quand on creuse, évidemment, on génère des petits grains de sable. Donc, il faut être capable de sortir ces grains de sable en surface. Puis ça, c'est la viscosité de la boue qui nous le permet. D'accord. Et donc, comment est-ce qu'on la traite après? Bien, nous autres, c'est un circuit fermé. Donc, la boue, on la prend, on l'injecte dans le sol. Là, elle va ramener avec elle les résidus de forage. Les résidus de forage arrivent en surface. Donc, on va avoir un principe de tamis. Donc, on va sortir la partie solide de la boue, puis l'eau va retomber dans des réservoirs hors terre, puis est repompée dans le trou. Donc, c'est un circuit réutilisé pour les différents forages. Puis la boue, là, justement, la terre qui va être séparée de ce liquide, qu'est-ce que vous allez en faire? Oui, ça, c'est... on va terminer la partie liquide, puis après ça, je vais revenir sur la partie solide. Donc, la partie liquide est réinjectée dans le trou. On parle d'environ 150 mètres cubes pour un trou de forage. Fait que nous autres, ça nous prend 1 mois et demi à peu près faire un forage. Fait qu'on va utiliser 150 mètres cubes pendant 1 mois et demi. Grosso modo, 150 mètres cubes pour tout le monde, c'est l'équivalent d'à peu près 4 à 5 citernes qu'on voit sur le chemin des 4 essieux. Grosso modo, pour le volume, c'est à peu près ça que ça représente. Puis ça, c'est une boue qui, à la fin du forage, va être analysée. Généralement, c'est pas super contaminé, mais c'est trop contaminé pour être remis dans un ruisseau. Surtout, c'est épais. Là. Il y a quand même des fines dedans, donc ça n'a pas l'air propre. Là. Ça a l'air d'une boue. Donc, ça, c'est des boues qui vont être envoyées dans des centres de traitement. Il n'y a pas de centre de traitement qui sont capables de le prendre en Gaspésie, donc souvent, c'est redescendu dans le coin de Montréal. OK, vous allez être obligé de transporter ces résidus par la suite, puis là, ça va être traité à Montréal. Oui, c'est ça. Puis ça, parce que présentement, dans le passé, on a toujours fait juste un forage, puis après, on a arrêté. Ça, c'est des boues qui peuvent être réutilisées constamment. Donc, si on réussit à faire forage après forage, bien, ces boues-là vont juste être réutilisées dans le forage qu'il y a. Fait que ça va diminuer la quantité d'eau utilisée. D'accord. Puis, je finis pour l'eau, prise d'eau, parce que c'est sûr que ça va devenir une question. Donc, les prises d'eau, nous autres, ce qu'on fait, c'est que sur un des sites, sur une des montagnes, on a une autorisation pour récupérer de l'eau. Donc, c'est un permis pour prendre de l'eau. Puis, au ministère, nous autres, vu que c'est pas des immenses volumes, bien, on va toujours limiter à 30-40 mètres cubes par jour de produits qu'on va récupérer. Puis c'est suffisant pour nos opérations. Donc, on reste sous les limites exigées par le ministère. Donc, puis cette eau-là, vous allez la prendre directement dans la rivière? Nous autres, sur un des sites, là, c'est Galtecat, finalement, c'est une source. C'est une source qui coule la montagne, fait qu'on récupère cette eau-là. OK, tout simplement. Tout simplement. À ce moment-là, il n'y a pas de danger par rapport à la terre en tant que telle ou par rapport à l'eau en tant que telle, puisque vous allez rouler en circuit fermé. Ouais, mais c'est
déchets, finalement, vont se retrouver à Montréal par la suite. C'est ça, exact. C'est traité au sol, normalement, dans une opération pétrolière, vous viendrez sur le forage, il n'y a rien à terre. Tout est dans des réservoirs en métal hors sol, donc ça permet aussi aux inspecteurs de venir et de constater qu'il n'y a pas de déchets finalement au sol. OK. Fait que ça, c'est pour Ça, c'est pour l'eau. Pour l'eau. Ouais. Maintenant, une fois qu'on a passé au tamis puis qu'on a séparé la partie solide, ça se trouve ça ressemble beaucoup à de la poussière de pierre. La grosseur à peu près de la poussière de pierre sur une piste cyclable. Donc, là, nous autres, à ce moment-là, c'est considéré comme une matière résiduelle par le ministère de l'Environnement. Donc, quand tu gères une matière résiduelle, avant de savoir si elle est contaminée ou pas, il faut absolument que tu la gères comme une matière résiduelle dangereuse. Parce que je ne sais pas encore si elle est dangereuse. Donc, elle pourrait contenir des hydrocarbures en quantité supérieure, puis ça deviendra une matière dangereuse. Donc, à ce moment-là, c'est tout géré hors sol. Donc, on va gérer finalement ces cuttings-là dans des bassins en métal hors sol. Fait qu'on va prendre des analyses. Suite à ces analyses-là, lorsqu'on est capable de savoir que c'est plus de matière résiduelle dangereuse, donc ça devient une matière résiduelle, le principe, c'est le 3RVE. Donc, on essaye de réduire. Après ça, finalement, c'est le principe, c'est fait. Puis nous autres, dans notre principe, où on est capable de l'amener, c'est la valoriser. Parce que dans le passé, ce qu'on faisait, c'est qu'on faisait de l'enfouissement de ces résidus-là. Mais c'est des résidus, pour la plupart, qui sont absolument pas contaminés. Pour le commun des mortels, ça ressemble beaucoup à de la terre qu'on aurait à la maison. Mais vu que c'est considéré comme une matière résiduelle, on ne peut pas faire n'importe quoi avec au Québec. Donc, il faut y faire le cheminement que le ministère nous a demandé. Donc, nous autres, ils voulaient qu'on la valorise. Fait que le principe de valorisation qu'on a réussi, c'est on mélange ça avec des produits de déchets de construction pour faire un mélange qui a des caractéristiques intéressantes. Puis suite à ça, c'est envoyé dans les sites d'enfouissement technique pour faire du sol de recouvrement. Tout simplement. Tout simplement. Fait que c'est le principe pour valoriser finalement ces matériaux de construction, on parle de quoi? De gyps? Souvent des résidus de toiture là, du bardeau d'asphalte avec des bouts de bois, ça fait comme ça. Alors, puis le bardeau d'asphalte, on s'entend que c'est pas nécessairement bon pour l'environnement, mais ça serait bon. On fait les analyses avant, parce que sinon, le résidu peut se contaminer, mais c'est déjà des matériaux qui ont été autorisés, parce que finalement, même si c'est fait à partir de goudron, quand tu le mets dans l'environnement, donc sur un LET, il ne génère pas d'hydrocarbures parce que c'est fixé du goudron. C'est ça, c'est un produit qui est devenu stable. C'est des autorisations que les LET ont déjà pour finalement utiliser ces genres de matériaux-là comme recouvrement. Parce que ce qu'on essaie au Québec, c'est aussi de diminuer la quantité de matériel qu'on enfouit. Parce que si j'enfouis un matériel qui n'aurait pas besoin d'être enfoui, je prends de la place d'un site d'enfouissement. Effectivement, oui. Puis c'est des dossiers qu'on suit. Oui, ça, c'est général au Québec. Donc, si je comprends bien, si la boue est considérée comme, entre guillemets, toxique, c'est envoyé à Montréal. Oui, exact, c'est ça. Et si, après analyse, c'est considéré comme non toxique, à ce moment-là, c'est récupéré par la ville, justement, pour être envoyé au site d'enfouissement au LET, de façon à servir à recouvrir le reste. Les cellules. D'accord. Vous rentrez dans ce processus. C'est ça, exact. D'accord. Bon, je pense qu'on a fait un petit peu le tour là, au niveau de l'environnement en tant que tel. Retombées économiques. Ça, c'est là encore ceux qui sont pour le pétrole disent que ça va avoir des retombées économiques intéressantes. Ceux qui sont contre disent que pas tant que ça. Faisons un petit peu le tour. Au niveau emploi, on parle de combien d'emplois dans la phase de développement et par la suite durant la phase de production en tant que telle. Comment ça marche? On parle pendant le forage, finalement, on va être en opération de forage, donc on a une foreuse. Foreuse, ça emploie déjà l'équivalent d'à peu près une trentaine de personnes. Il faut préparer le terrain avant. Oui, c'est ça. Fait que là, tu vas avoir des gars de construction, des gars de foresterie qui vont venir préparer le terrain, pas ça, une série de personnes au niveau de l'environnement pour venir prendre les tests d'eau, les tests de sol. Suite à ça, la foreuse va venir s'installer. Donc, on a des équipes pour transporter la foreuse, parce que c'est quand même des gros équipements. Puis après ça, on va commencer le forage. Donc, on va faire le forage. Puis suite à ça, en amont puis en pourtour de cette foreuse-là, il vient des soudeurs, il vient des électriciens, il vient des mécaniciens. Fait que, grosso modo, les études qu'ils donnent au Canada, c'est une foreuse, ça crée à peu près 135 jobs.
le pourtour. Fait que nous autres, on fait beaucoup de choses à l'interne. Notre modèle d'affaires, c'est de faire quand même beaucoup de choses à l'interne. Nous autres, on pense qu'on va être capable de réduire autour d'une centaine d'emplois pendant la période, pendant la phase de construction. Donc, le temps de forer les 30 trous, puis de mettre en place les pipelines, les postes de compression, le poste de traitement. Puis suite à ça, maintenant, on va tomber plus en phase de production. Donc là, ça va être des pompes, un peu comme on voit dans l'Ouest, soit des béliers mécaniques, des choses comme ça. Donc après ça, c'est plus un travail d'entretien puis de transport de la matière. Donc après, c'est bon, des gens qui vont être là pour... Phase de préparation, on parle donc d'une centaine d'emplois. Est-ce qu'on pense employer des gens de la région, justement? Oui, bien nous autres, notre modèle d'affaires dans Genix, c'est d'avoir la foreuse appartient à la compagnie. Dans Genix, j'ai encore les vieux réflexes, mais dans le Q2, on a les foreuses nous appartiennent. Donc, on a une division de forage. Donc, présent, les derniers forages, je vous dirais qu'il y a 60% des gens qui venaient déjà de Gaspé. Donc, on a beaucoup de gens dans le Rivière-au-Nord, Gaspé, Grande-Vallée, un petit peu dans Baie-des-Chaleurs. Fait que, grosso modo, on a une partie de notre équipe-là. Fait que, dans le futur, c'est sûr qu'on va continuer avec ce modèle-là, parce que avoir un foreur qui va coucher à la maison le soir, c'est complètement différent d'avoir un foreur qui fait 2000 km pour aller forer. Donc, pour garder pour aussi l'implication. Il y a une expertise à ce niveau-là ici? Oui, bien, il faut comprendre que nous autres, sur une foreuse, c'est un gros jeu de blocs Lego avec des grosses machines, des gros moteurs. Fait qu'un mécanicien rentre là, il est à l'aise comme un poisson dans l'eau. Donc, il y a certains côtés qui vont être plus reliés au puits profond. Ça prend quelques membres qui connaissent ça sur l'équipe. Puis après ça, à l'interne, nous autres, on forme aussi les employés parce que il n'y a pas de cours de formation au Québec. On forme à l'interne. Donc, dans la première phase d'installation, disons, on parle d'une centaine de personnes, là-dessus une soixantaine d'employés qui viennent de la région immédiate. Une fois que tout ça est réglé, et puis qu'on est dans la production en tant que telle, puis que là, ça pompe, on parle de combien d'emplois? C'est à peu près une trentaine d'employés. Une trentaine d'employés. On voit beaucoup de Gaspé, parce que là, ça va être du travail de tous les matins. Il y a un gars qui monte, qui s'en va pomper, qui vient, qui check ses niveaux, qui va descendre du pétrole, qui va faire une intervention. Okay. Donc une soixantaine d'emplois immédiats dans la région pour la phase d'installation, une trentaine par la suite, qui viendront de Gaspé essentiellement ou c'est ça exact. Après ça, ça va être les gens qu'on va être capable d'intéresser au projet. Puis là, on parle pour combien d'années nous autres, le projet qu'on présente, c'est à peu près 40 ans de production. 40 ans? Ça se peut que ça soit plus long, mais les courbes de production qu'on a présentement, donc le temps qu'on a eu pour tester les puits, ne nous permettent pas d'étirer la courbe plus loin. Donc, 40 ans. Là, évidemment, l'autre question qui rentre en ligne de compte, c'est plus au niveau de la municipalité en tant que telle. C'est l'exploitation pétrolière. Est-ce qu'on parle de redevance au niveau des municipalités ou au niveau des gens dans l'immédiat? Présentement, dans le cadre réglementaire au Québec, les redevances sont données toutes à l'État. Ce qu'il faut comprendre qu'au Québec, le Québec, c'est ça. Il faut comprendre qu'au Québec, les ressources naturelles appartiennent à tout le monde. Ça appartient à l'État. Donc, le pétrole, présentement, nous autres, on a demandé au gouvernement le droit d'aller explorer sur son territoire sans ressources naturelles. Donc, il nous a donné le permis pour ça. Donc, on est allé, on a trouvé du pétrole. Maintenant, on retourne au gouvernement et on dit, votre pétrole, on aimerait le produire. Fait que voici les conditions. Donc, c'est un peu ça qu'on dépose. On dépose dans l'étude d'impact. Nous autres, on veut le produire comme ça, de telle façon. Fait que là, le gouvernement se revient de l'autre côté et dit, bon, OK, c'est mon pétrole. Je pense qu'ils vont le produire d'une bonne façon. Donc, je les autorise ou non. S'ils nous autorisent, ils vont dire aussi, le principe de redevance, puis ça, c'est un cadre réglementaire déjà appliqué, vous allez me redonner tant % de la production qui va venir finalement servir mes besoins. Ça, dans le montant des redevances qu'il y a, c'est là qu'est la discussion, savoir qui va avoir sa part du gâteau. Donc, c'est à la municipalité de négocier directement avec le gouvernement et non avec vous directement. Nous autres, on va être un aide pour la négociation parce que toutes les compagnies pensent que c'est mieux de laisser de l'argent dans la région que de l'envoyer à Montréal si on fait des impacts ici. Mais présentement, la discussion, c'est vraiment de municipalité avec le gouvernement en tant que tel. Là, on parle quand même le chiffre qu'on entend, c'est des retombées
de 85 millions. Ouais. C'est pas mal de C'est quand même, on dit, le GAD, c'est un petit et un gros projet. C'est un petit projet qu'on compare à la consommation mondiale ou à la consommation du Québec. Il faut dire qu'au Québec, on consomme environ 280 000 barils de pétrole par jour. GAD, au maximum, pendant la production, on parle de 3 000 barils par jour. Pas beaucoup. C'est pas beaucoup. Donc, c'est un petit projet. Mais quand on le regarde de l'autre côté, qu'on le regarde au point de vue régional, GAD, c'est aussi un gros projet parce qu'on parle d'environ 130 millions d'investissements pour amener ce projet-là à terme. C'est quand même quelque chose de gros. C'est pas quelque chose d'immense. On ne parle pas de milliards, puis on parle pas de. Mais c'est quand même une centaine de millions. Il n'y a pas tant de projets que ça au Québec de cette grosseur-là, à part les mines, mettons, dans le nord du Québec. Donc, c'est quand même un projet qui a une certaine grosseur aussi. Fait que là, après ça, où on va chercher notre 85 millions, on a quand même une jeunesse, ça fait quand même plusieurs années qu'ils font des forages dans la région de Gaspé. Donc, on a une historique. Donc, ce qu'on a fait, on a pris notre modèle d'affaires, qui est notre modèle avec notre compagnie de forage. On a regardé nos dépenses. Normalement, faire un forage, c'est à peu près 4,5 millions que ça nous a coûté pour les 2 derniers forages. Donc, c'est à peu près l'impact qu'on laisse. Après ça, on a regardé, c'est quoi les impacts qu'on laisse région. Fait que là, dans la région de Gaspé, nous autres, on a coupé à Matane, puis on a amené ça jusqu'à Gaspé. Donc, si c'est 360, 368, le numéro de téléphone de fournisseur, ça, c'est un impact. C'est à peu près autour de 20 du montant global qui est laissé dans la région. Suite à ça, on a à peu près entre 40 et 45 qui est resté, qui est l'argent qui est dépensé au Québec. Donc, la part de gâteau qu'on pense qui est possible de venir chercher en Gaspésie, c'est le reste de ce 40-45 parce que c'est les fournisseurs qu'on engage au Québec, c'est pas des fournisseurs spécialisés en pétrole. Donc, ça va être des firmes de génie, ça va être des grues, ça va être tous des services qui ne sont pas offerts à Gaspé encore, mais que si jamais il y a un chiffre d'affaires intéressant, il y a des gens qui vont venir s'implanter ou qui vont développer des business. Donc, la table, finalement, c'est le 85 millions de possibilités de retomber à Gaspé. D'accord. Là, on parle donc, vous me parlez d'un investissement de 130 millions, et on se souvient, c'est pas des mais on sait que le cours du baril de pétrole actuellement est extrêmement bas. Si on regarde des pays comme l'Arabie Saoudite, pour être rentable, il faut que le prix du baril de pétrole soit à peu près à $75 pour que ce soit rentable actuellement. D'ailleurs, il vaut la perte. Pour que ce soit rentable pour vous, le prix du baril doit être à peu près à combien? On n'a pas fait toutes ces études économiques-là ne sont pas finies. Puis la raison, c'est qu'on a encore beaucoup de variables dans notre projet. Donc, c'est sûr que l'étude environnementale va venir mettre des nouvelles exigences qu'il va falloir respecter, qui vont venir changer l'économie. Mais grosso modo, là, à 100 piastres, évidemment, c'était très, très économique, il n'y avait pas de problème. Puis autour de 70, 75 $, c'est sûr, c'est économique. À 45, je vous dirais, ça va être plus dur. Mais il faut que vous dites aussi que le projet qu'on propose, c'est un projet de 40 ans. Donc, c'est pas un projet de demain matin, puis c'est pas un projet qui va se faire juste dans une petite fenêtre d'un pic pétrolier. Donc, c'est un projet qui va être sur une grande allure. Mais les économiques qu'on a présentement, il n'y a pas de trop d'économiques de ça. Donc, vous êtes capable de rentrer dans votre argent au prix du baril de pétrole actuel. Oui, exact. Parce que l'avantage, c'est que la géologie de la Gaspésie, quand même, c'est une géologie qui est dure à forer, donc la roche est très dure à forer. Et après ça, il n'y a pas beaucoup de problèmes de production associés. Donc, les coûts de production sur le long terme sont très faibles. Ce qui est un avantage. OK. Maintenant, je pense qu'on a fait le tour un petit peu à ce niveau-là. Là, actuellement, il y a... on est dans le processus, vous avez annoncé que vous voulez vous lancer en production, puis il y a toute l'étude d'impact environnemental, les gens doivent se prononcer. Puis c'est très bientôt, là, au niveau de la consultation des enjeux, les gens doivent se prononcer d'ici le 1er février. Quand on est loin dans ce processus-là. Juste nous expliquer un petit peu, là, on sait que c'est là, on part avec les ministères, le gouvernement, puis ça se tire dans tous les sens, puis il va y avoir des consultations. Comment ça marche? Je vais essayer de vous simplifier, parce que c'est relativement complexe. Non, ça, c'est facile de vous simplifier. Il va y avoir 3 intervenants.
gouvernement. Donc, il y a le ministère de l'Environnement, il y a le ministère des Ressources naturelles, puis il y a la Régie de l'énergie. Donc, récemment, donc en septembre l'année passée, il y a eu un nouveau cadre réglementaire au niveau des hydrocarbures au Québec. Donc, dans le passé, il y avait une certaine méthodologie à suivre pour demander une licence de production. On avait déjà commencé à demander une licence de production à l'époque. Le cadre réglementaire avait changé, le gouvernement a dit « Attendez qu'on change le règlement avant de construire ». Donc, ils ont changé le cadre réglementaire. Donc, dans le nouveau cadre réglementaire, ils ont mis ça relativement simple. Complexe, mais simple. Ils disent « Il faut que votre projet ait l'aval de l'environnement avant d'aller de l'avant. » Parfait. Ça s'appelle l'étude d'impact. Après ça, il faut aussi que vous ayez l'aval d'une commission qui va étudier, voir le côté économique de votre projet. C'est vrai ce que vous dites. Ça fait du sens, puis la balance économique au niveau de la région, elle va être bonne ou pas. Donc, ils ont regardé pour voir quel bras du gouvernement était le plus favorable pour ça, Régie de l'énergie. Donc, il va y avoir 2 étapes à passer. Donc, pour avoir un bail de production, il faut passer par le processus d'études environnementales, d'études d'impact environnemental au ministère de l'Environnement et passer par la Régie de l'énergie. Donc, présentement, ces 2 autorisations-là nous permettent d'aller au ministère des Ressources naturelles pour demander un bail de production. Donc, présentement, où on est dans la première phase pour l'étude d'impact. Donc, le principe, c'est qu'on va déposer un avis de projet. Le ministère, dans une nouvelle réglementation au niveau de l'environnement, vient d'ajouter une période de consultation. Donc, présentement, qui doit poser ses questions, ses inquiétudes, et ainsi de suite. Parce qu'avant la consultation dans une étude d'impact, qui arrivait plus tard, lorsque l'opérateur avait commencé son étude d'impact, vers la fin de l'étude d'impact. Donc, il y avait eu des questionnements sur le processus. Donc, maintenant, tu dis au gouvernement que tu vas faire un projet. Le gouvernement donne une directive intérimaire. Grosso modo, le checklist de tout ce qui doit être dans l'étude. Suite à ça, il y a une période de 1 mois présentement où on est. 1 mois qui dit à la population, si vous avez des inquiétudes qui n'ont pas été couvertes, des questions, peu importe, qui n'ont pas été couvertes dans la directive préliminaire, donnez-nous ces informations-là. On va donner une directive finale à l'opérateur. Donc, présentement, on est dans ce premier processus. Donc, on invite la population, s'il y a des exigences, ils ont des exigences, même s'ils n'ont pas lu les lignes directrices, mais qui pensent à quelque chose, juste de le soumettre au gouvernement. Ça peut pas être une thèse de 22 pages, ça peut être juste une lettre, juste pour faire ça. Sur le site du ministère de l'Environnement, il y a effectivement peut remplir c'est ça, c'est ça. Fait que ça n'a pas besoin d'être très complet, juste mentionner l'enjeu. Ça va permettre que cet enjeu-là soit mis dans les directives finales. Puis dans les directives finales, les directives finales vont être le checklist de tout ce qu'on va couvrir dans l'étude d'impact. Suite à ça, on commence à faire l'étude d'impact. On va revenir quelque part comme vers la fin mars. On va avoir commencé nos études, on va faire une partie des études, on va venir représenter dans une réunion d'information et de consultation le début de nos études. Donc, finalement, dans un processus d'eau, on a pris des échantillons quelque place. Donc, commencer ce processus. Donc, il va y avoir une autre consultation là. Plus tard, à la fin, quand on va avoir presque terminé nos études, on va revenir encore faire une autre rencontre d'information et de consultation pour venir expliquer nos résultats. Puis suite à ça, on va déposer l'étude au ministère. Donc, les ministères vont étudier cette passe-là. Puis suite à ça, on va passer au niveau du BAC. Donc, au niveau du BAC, il va y avoir ces 2 choix. C'est soit des consultations sur l'environnement, donc c'est soit des consultations ou des audiences publiques. Nous, dans notre cas, c'est sûr que c'est un projet qui est très médiatisé. Ça devrait finir avec des audiences publiques. Donc, audience publique. Puis suite à ça, le gouvernement va avoir la recommandation du BAC, savoir est-ce que c'est une recommandation favorable ou défavorable. Ouf! Ça, c'est juste pour l'étude d'impact. Maintenant, on va à la Régie de l'énergie. Donc, on va passer aussi devant la Régie de l'énergie. Il va y avoir des audiences à la Régie de l'énergie pour finalement que la Régie se positionne sur le côté économique du projet. Ça vaut le coup. C'est ça. Puis la Régie, c'est un tribunal, donc un tribunal administratif. Donc, après ça, ils vont donner une décision. Fait que tu penses que l'ensemble de production depuis combien de temps? Pas vraiment avant 2020. Si tout va bien, c'est dur de donner des dates précises parce qu'on comprend que c'est un nouveau processus réglementaire et qu'on est le premier projet à ouvrir le chemin. Donc, au niveau du gouvernement, ça ne fait pas exactement les temps. Donc, on estime que ça va bien. On devrait avoir ça devrait commencer à former. On devrait avoir la licence de production. C'est vraiment unique
rapidement serez-vous en mesure effectivement de vous lancer dans la... C'est ça. Là, après ça, on recommence, on va demander des autorisations ministérielles demandées pour la mise en place des équipements, les pertes de forage. Il y a encore beaucoup de... Il y a encore pas mal de... D'accord. Là, malheureusement, là, on a bouffé énormément de temps. Mais ça valait la peine, parce que je pense qu'on a fait pas mal le tour de la question. Monsieur Lavoie, merci beaucoup pour toutes ces informations. On va continuer de suivre ça. Je pense que c'est vrai qu'à garder occupé encore. D'avoir au moins quelques années encore. On devrait avoir une année chargée. D'accord. Merci beaucoup. Merci à vous. C'est donc Mathieu Lavoie, vice-président chez Couda Pétrole et Gaz. On sait que ça a été un petit peu long comme entrevue, mais on s'en sort pas. Il y a énormément d'informations, puis on veut vraiment que la population soit le mieux informée possible. On vous invite d'ailleurs à faire un tour justement sur le site du ministère de l'Environnement si vous avez des préoccupations ou quoi que ce soit. Vous allez jusqu'au 1er février pour faire part de vos questions, préoccupations, etc. On sait que ça va avoir un impact sur la région, un certain nombre d'emplois, une certaine retombée économique. Allez faire un tour, renseignez-vous, ayez une opinion éclairée. Voilà. Fait que nous, de notre côté, on va continuer de suivre le dossier parce qu'on a un certain nombre de documents encore quelques